en particulier professeur Jamal Belkadir pour son invitation à ces belles journées de diabétologie et endocrinologie marocaine. C'est réellement un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous. Bon, j'aurais préféré être à Kénitra en présentiel, mais voilà, les conditions sanitaires nous l'interdisent encore, mais ce sera partie remise. Alors, pourquoi un diagnostic précoce des risques cardiovasculaires et rénaux dans le diabète de type 2? C'est une question essentielle. C'est une question essentielle et je vais aujourd'hui essayer d'y répondre ou en tout cas de vous proposer quelques pistes de réflexion. Je voudrais diviser l'exposé en deux parties principales. En fait, deux questions. La première, quel est le décor? Quel est le contexte de ces patients diabétiques de type 2? Et puis la seconde question, face à ces facteurs de risque, comment réagir? Comment agir? Comment réagir pour les maîtriser? Alors, première question, quel est le décor? Quel est le contexte? Bon, ben, nous le savons tous, le diabète sucré a ce génie malin d'être associé au développement de complications chroniques neurologiques, microvasculaires, et la néphropathie en est une expression, et puis des complications macrovasculaires avec les affections cardiovasculaires, en général la décompensation cardiaque, comme principaux modèles. Ces deux complications, la macroangiopathie et la néphropathie, sont des complications, sont des lésions graves. Elles sont redoutables, elles sont redoutées. La macroangiopathie d'abord. Mais la macroangiopathie, c'est la principale, en 2021, elle reste la principale cause de mortalité chez les patients diabétiques de type 2, par maladie coronarienne, par accident vasculaire cérébral ou par autre étiologie, dont l'insuffisance cardiaque. Cela veut dire, en termes comptables, chez l'homme, chez la femme diabétique, comparé à des personnes non diabétiques, qu'il y a 3-4 années de vie perdues pour des raisons vasculaires, pour des raisons de décès cardiovasculaires. Ça, c'est le contexte macroangiopathie. La néphropathie, elle est tout aussi dangereuse. Elle est la cause principale d'insuffisance rénale, comme l'indique cette enquête aux États-Unis. Cause principale d'insuffisance rénale terminale. Alors, il me semble que si l'on veut essayer de prévenir, ou en tout cas de limiter le développement de ces complications, il faut bien connaître, il faut bien dominer leur physiopathologie, et au sein de cette physiopathologie, il faut identifier avec précision les facteurs de risque. Alors, pour la macroangiopathie, les facteurs de risque sont connus. L'approche de la macroangiopathie, l'approche physiopathologique de la macroangiopathie, elle est plurielle. Bien sûr, il y a l'hyperglycémie chronique, avec en aval de l'hyperglycémie chronique toute une série de modifications biochimiques. Mais à côté de l'hyperglycémie, il y a bien d'autres facteurs de risque. Il y a l'obésité avec l'insulinorésistance, il y a la dyslipidémie, il y a l'hypertension artérielle, il y a le tabac, et il en est d'autres. Donc, plurifactorielles, multifactorielles que sont ces voies pathogéniques conduisant à la macroangiopathie. Pour la néphropathie diabétique, il y a aussi un certain nombre de facteurs de risque tout à fait bien connus, tout à fait bien identifiés. Il y a à nouveau l'hyperglycémie au long cours, l'hyperglycémie chronique, il y a l'hypertension artérielle, il y a la protéinurie, et il y a d'autres facteurs comme la dyslipidémie et le tabac. Voilà donc le décor. Mais alors, face à ce décor morose, face à ce tableau sinistre, pourquoi en 2021 un diagnostic précoce de ces facteurs de risque cardiovasculaires ou rénaux? Tout simplement pour permettre aux cliniciens des actions et des réactions ciblées.
Et il me semble que je dégagerai parmi ces actions et ces réactions deux attitudes, deux démarches principales. La première démarche, la première action, elle est ancienne, elle est historique, mais elle est pérenne. Elle est pérenne, c'est la maîtrise optimisée de chacun de ces facteurs de risque, un par un. Et c'est efficace, et c'est essentiel. L'étude Steno au Danemark, elle est publiée il y a une dizaine d'années. L'étude Steno l'a remarquablement montré, a remarquablement montré le bénéfice de cette intervention multifactorielle. Et voilà, c'est un petit groupe de patients. Il y avait 80 patients diabétiques de type 2, ils avaient une microalbuminurie, mais chez ces 80 malades, tous les facteurs de risque, tous ces facteurs de risque auxquels on a déjà fait allusion étaient parfaitement maîtrisés dans un groupe dit traitement intensif. Alors, regardez, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo quant aux événements cardiovasculaires. Vous voyez que tous ces événements cardiovasculaires ont été réduits. On est en bleu par rapport au brun. On est en bleu sous intensif. On est en brun sous conventionnel. C'est évident qu'il y a là un bénéfice majeur tout à fait significatif. Et puis, vous voyez également la différence en termes de mortalité, toutes causes confondues, là aussi, sous traitement intensif, ciblant tous les facteurs de risque, maîtrisant tous les facteurs de risque, avec bien sûr l'hyperglycémie comme premier facteur, eh bien, voilà, de manière significative, il y a une réduction de la mortalité. Alors, c'est la sténo, le cardiovasculaire. Est-ce que la sténo montre également, dans le cadre de cette prise en charge multifactorielle, est-ce qu'elle montre également un bénéfice rénal? La réponse est oui. Ça, c'est l'autre, c'est la sténo 2. C'est la prolongation. La publication est plus récente, elle date d'il y a 3-4 ans, dans Kidney, et elle montre bien à nouveau le bénéfice de cette approche multifactorielle chez ces diabétiques de type 2. Regardez, ils ne sont pas nombreux, 80, et pourtant, cette approche multifactorielle, quand on regarde la pente de déclin de la filtration glomérulaire, mais c'est évident que dans une approche multifactorielle, la pente est ralentie sous traitement intensif par rapport au traitement conventionnel. Et il n'y a pas en termes rénal que cette filtration glomérulaire. Un objectif composite, regardez la progression jusqu'à une filtration glomérulaire inférieure à 45 millilitres par minute, le développement d'une insuffisance rénale terminale ou le décès. Eh bien, là aussi, dans ce groupe intensif, dont l'hémoglobine glycatée était de 6,5%, à côté de la maîtrise des autres facteurs de risque, versus 7,5%, eh bien là aussi, cet objectif composite est réduit de près de 50%, 45%, et c'est de nouveau hautement significatif. Alors, c'est très bien, mais c'est encore plus parlant. C'est encore plus parlant de citer ce chiffre que les auteurs mentionnent par cette approche au long cours. C'est vrai que l'étude est longue, mais par cette approche au long cours, on a sauvegardé 8 années de vie chez ces patients diabétiques de type 2. Voilà pourquoi la maîtrise de ces facteurs de risque est importante dans une prévention cardiovasculaire ou rénale. Et la sténo n'est pas la seule étude qui a montré cela. Ces données sont largement corroborées par un article récent de Rauchwani. Il l'a publié dans New England il y a 3 ans, et il nous montre que des malades diabétiques de type 2, chez qui tous les facteurs de risque conventionnels, vous les connaissez, il en a mentionné 5 ici, 5 facteurs de risque maîtrisés, 5 facteurs de risque dans la normale. Eh bien, c'est un grand message d'espérance. Il n'y a plus d'augmentation de risque de décès, il n'y a plus d'augmentation de risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral chez ces malades parfaitement gérés, entre guillemets, par rapport à une population générale. Ce premier message est clair. Il y a une deuxième raison pour laquelle il est important de dépister précocement ces facteurs de risque. Il y a une deuxième raison, celle-ci est moins ancienne, elle est plus moderne, elle est tout à fait contemporaine, mais elle est fort importante. Elle est fort importante, c'est en fait que ces malades
Ces malades diabétiques de type 2 avec facteur de risque, la stratégie de traitement de l'hyperglycémie doit comporter un traitement hypoglycémiant, ça va de soi, mais un traitement hypoglycémiant qui se caractérise par des vertus collatérales de cardioprotection et de néphroprotection. C'est en tout cas ce que nous dit ou ce que nous disent les sociétés savantes comme l'association américaine ou comme l'association européenne. On est en 2019 et c'est validé en 2020 et en 2021. Regardez cet algorithme. Eh bien, les malades avec facteurs de risque, ils sont là. Certains facteurs de risque, un âge élevé, hypertrophie ventriculaire gauche, des sténoses artérielles, une fraction d'éjection en moins de 40, moins de 45, une lésion rénale même débutante, une microalbuminurie. Eh bien, tous ces malades-là, ils sont dans l'approche américaine et européenne, ils sont intégrés à la cohorte des patients en prévention cardiovasculaire secondaire. Regardez, voilà, ils ont une maladie cardiovasculaire secondaire, ils sont en prévention secondaire, ils ont une maladie, ils ont des antécédents cardiovasculaires. Eh bien, les malades qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, mais qui ont déjà un certain nombre de facteurs de risque, en l'occurrence ceux précisés ici, eh bien, ils sont même combat. Et c'est ce que nous dit aussi la Société européenne de cardiologie en 2019. Ces patients diabétiques de type 2, qu'ils soient sous metformine ou qu'ils n'aient pas encore de metformine, qu'ils soient naïfs de traitement, mais qu'ils soient à haut risque ou à très haut risque, eh bien, l'approche, elle est de rajouter à la metformine ou d'initier d'emblée, même sans metformine, un médicament hypoglycémiant qui a un effet cardioprotecteur, qui a un effet néphroprotecteur. Alors, de quelle classe de médicaments s'agit-il? Vous les connaissez. C'est sur base de ces recommandations, les médicaments en haut de l'affiche, en termes de cardioprotection, en termes de néphroprotection, sont certainement les agonistes du GLP-1 et les glyphosines, les inhibiteurs des transporteurs SGLT2. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est rationnel? La réponse est oui, et je vais essayer de vous le démontrer. J'essaie de vous le démontrer, et on va d'abord parler de cardioprotection. On va parler de cardioprotection, et on va commencer par les agonistes du GLP-1. Alors, vous connaissez tous l'étude LEADER qui a comparé le liraglutide, le Victoza par rapport à un placebo. Chez les malades diabétiques de type 2, bien sûr, un certain nombre d'entre eux avaient déjà un passé cardiovasculaire, avaient déjà des antécédents cardiovasculaires ou avaient déjà une maladie rénale installée, c'est vrai, mais regardez, un sous-groupe d'entre eux, âgés de plus de 60 ans, était caractérisé par de simples facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Par de simples facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et voilà, dans LEADER, il y a un meilleur contrôle de ces facteurs de risque dans le groupe interventionnel que dans le groupe placebo. On est meilleur en termes d'hémoglobine glycatée, on est meilleur en termes de poids, on est meilleur en termes de tension artérielle systolique, on est meilleur en termes de lipides. Bref, on se rapproche un petit peu du concept sténo. On maîtrise mieux tous ces facteurs de risque particulièrement délétères. Alors, pour cette raison-là, et pour d'autres raisons éthiopathogéniques, mais le groupe liraglutide se caractérise par un immense bénéfice en termes cardiovasculaires. Regardez cet objectif primaire composite qui est infarctus, accident vasculaire non fatal ou décès cardiovasculaire, ben, il y a une réduction de 13% dans le groupe Victoza. Et il n'y a pas que cela. Il y a une réduction de 22% des décès cardiovasculaires. Il y a une réduction de 15% des décès, toutes causes confondues. Et l'étude LEADER, je vous le conseille, qui inclut davantage de malades en prévention cardiovasculaire secondaire, va être confirmée par cette autre étude. Elle est plus récente. Elle est 2019-2020. C'est l'étude REWIND.
avec le dulaglutide versus placebo. Regardez, dans les caractéristiques des patients, les deux tiers des malades diabétiques de type 2 n'ont que, entre guillemets, n'ont que des facteurs de risque. Ils n'ont pas de passé cardiovasculaire. Un tiers a un passé cardiovasculaire établi. Mais la majorité, les deux tiers n'ont que ces facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels que vous connaissez bien. Et pourtant, regardez, de nouveau, c'est le même bénéfice sous du dulaglutide par rapport au placebo, avec une réduction de 12% d'un objectif primaire qui est exactement le même que dans l'étude leader. C'est de nouveau fort significatif. Et alors, l'élément intéressant qu'apporte cette étude, c'est que, regardez, c'est exactement ce bénéfice, il est exactement identique chez les malades aux antécédents cardiovasculaires établis et chez les malades aux simples facteurs de risque. Il n'y a aucune interaction. Le bénéfice, il est global. Le bénéfice, il est d'ensemble. Voilà une des raisons pour lesquelles agonistes du GLP-1, dans les recommandations européennes, américaines, dans les recommandations des cardiologues européens, voilà pourquoi les agonistes du GLP-1 sur le plan de la cardioprotection sont mis en évidence. S'agissant des glyphosines, des SGLT2 inhibiteurs, je pense que leur effet de cardioprotection n'est plus à démontrer. L'étude EMPA-REC avec l'empagliflozine, le Jardiance, l'étude Canvas avec la canagliflozine, elle l'a bien montré, elle l'a démontré, une réduction tout à fait significative des grands événements cardiovasculaires de l'ordre de 14%, et puis une réduction de l'ordre de 30 à 40% du risque d'insuffisance cardiaque ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, c'est vrai qu'EMPA-REC, et c'est vrai que Canvas incluait surtout des patients aux antécédents cardiovasculaires qui étaient en prévention secondaire, mais ce n'est pas le cas de la troisième étude, du troisième larron. C'est l'étude d'Iclar avec la dapagliflozine. Là, regardez la majorité des patients, 60% des patients n'avaient pas de passé cardiovasculaire établi, mais ils avaient un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, conventionnels, une dyslipidémie, une hypertension artérielle, le tabac, ce que nous avons tous appris comme facteur de risque conventionnel. Pourtant, Diclar, avec cette majorité de patients en prévention primaire, le message de Diclar, il est exactement le même. Il est exactement le même, en tout cas pour un objectif primaire qui associe l'insuffisance cardiaque, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et les décès cardiovasculaires. La réduction, elle est proche de 20%. Elle est évidemment tout à fait significative dans une supériorité statistique versus le placebo. Alors voilà, je pense que la cause est entendue pour la cardioprotection. Qu'est-ce qu'il en est maintenant, agonistes du GLP-1 et de l'iphloxine pour la néphroprotection et pour les facteurs de risque? Le message, il va être identique. Regardez leader. Regardez le Victoza par rapport au placebo, avec une réduction de 22% d'un objectif néphrologique composite, développement d'une macroalbuminurie, doublement de la créatinine, insuffisance rénale, décès rénal. Regardez Rewind avec sa majorité de patients en prévention primaire, c'est la même chose. Regardez maintenant pour les SGLT2 inhibiteurs, l'empagliflozine avait montré la voie avec ses 40% de réduction de risque de néphropathie, avec de nouveau un objectif primaire que vous lisez au bas de la diapositive. Et quand on fait la synthèse des trois grandes études, d'EMPA-REC, Canvas, Diclar, en termes de risque rénal, ben voilà, le risque rénal, même pour ces patients qui étaient surtout porteurs de facteurs de risque sans antécédents cardiovasculaires établis, mais le critère composite est amélioré de manière significative.
Alors, l'exemple de la macroalbuminurie est parlant, avec une réduction de 30 à 40% du risque de développement de la macroalbuminurie. Nous sommes donc là au début de la pathologie et cela met en évidence l'intérêt du dépistage précoce de tous ces facteurs de risque et du traitement. D'ailleurs, toujours pour le rein, ce que Crédence nous montre, c'est qu'on est efficace, à tous les stades, au stade débutant, au stade plus avancé. Regardez la microalbuminurie, stade débutant, stade avancé, aucune interaction. L'étude est en faveur de la glyphlosine par rapport au placebo. Et encore une fois, en termes de néphropathie, cette méta-analyse de Zellniker, publiée dans le Lancet, montre que le bénéfice, il est le bénéfice chez les patients à facteur de risque par rapport aux patients avec passé cardiovasculaire établi, mais il est exactement le même. Je pense que là, les messages sont clairs. Et, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, voilà pourquoi il me paraît essentiel, en 2021, au Maroc, en Europe, en Belgique, de rechercher et d'identifier très tôt, ces facteurs de risque cardiovasculaire ou rénaux. Pas uniquement pour des raisons académiques, mais pour des raisons de réaction thérapeutique. Et nous savons que la maîtrise de ces facteurs de risque, d'une part, nous savons que la mise en place d'un traitement avec effet hypoglycémiant et bénéfices, vertus collatérales cardiovasculaires ou rénales, contribue à leur prévention, ou en tout cas limite à terme leur développement et leur aggravation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.